Bonjour et bienvenue dans cette keynote de lancement du cycle de conférences organisé par Panacea Media en partenariat avec MedSupport. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Passemard. Bonjour Madame. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes la responsable du pôle d'affaires réglementaires et européennes au sein de la délégation numérique en santé. À ce titre, vous êtes basée entre Paris et Bruxelles où vous avez piloté pour la France le projet d'espace européen des données de santé. Merci beaucoup. Alors, bonjour Madame Passemard. Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui chez Panacea. Je suis arrivée dans le monde de l'informatique en 1987, médical. Lorsque je suis arrivée, on a bousculé l'informatique, les cabinets médicaux, les médecins, etc., en introduisant de l'informatique. Aujourd'hui, je pense qu'on va encore les bousculer parce qu'il y a quelque chose de très important qui se prépare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la promesse centrale concernant ce fameux règlement européen de la santé? Merci beaucoup. Alors, j'espère qu'on va pas trop bousculer les médecins. La promesse du règlement européen, j'espère, c'est de ne pas trop bousculer nos habitudes, en tout cas en France, mais au contraire, peut-être d'en faire une vraie opportunité, hein. Donc, c'est le règlement relatif à l'espace européen des données de santé. Donc, évidemment, il est au cœur et il sera au cœur du quotidien, notamment des médecins et des professionnels de santé. Il donne plusieurs promesses. Une première promesse qui touche alors cette fois-ci davantage les patients, hein, puisqu'il va uniformiser à l'échelle de l'Union européenne les droits des patients sur leurs dossiers médicaux, sur leurs données de santé. Donc ça, c'est un aspect hyper important du règlement. Il leur promet aussi de leur faire bénéficier des progrès techniques, de la recherche, de l'intelligence artificielle, puisqu'il permet la réutilisation de leurs données, alors sous leur contrôle évidemment, hein, mais ça c'est un point important sur lequel on pourra revenir. Pour la partie professionnelle de santé, donc pour eux, la promesse, eh ben, c'est de mieux prendre en charge le patient, notamment les patients qui proviennent des 27 États membres de l'Union européenne, parce que les professionnels auront accès à des données de patients venant de n'importe quel pays de l'Union européenne. Donc le règlement prévoit un certain nombre de mécanismes d'échange de données. En France, c'est là où on ne bousculera pas trop les professionnels, on l'espère. On a les outils déjà nécessaires et en place, donc c'est plutôt évidemment très positif. Et puis le règlement, il fait aussi une promesse aux utilisateurs de données, c'est-à-dire à ceux qui voudraient réutiliser des données de santé. Donc les professionnels de santé sont concernés aussi, hein, pour améliorer leur pratique quotidienne. Eh bien, ils pourront le faire de façon beaucoup plus fluide, dans des délais beaucoup plus raisonnables. Et donc, ça va notamment considérablement améliorer la recherche médicale. Tout ceci semble être super, effectivement, mais alors dans ce cas, j'aurais une autre petite question. C'est est-ce que vous pouvez nous donner les grands principes de ce règlement européen de santé? Alors, il repose en fait sur deux piliers essentiels, ce règlement. Un pilier d'abord qui concerne ce qu'on appelle l'utilisation primaire des données de santé, c'est-à-dire l'utilisation des données de santé pour le soin. Donc là, il prévoit la situation du partage transfrontalier, hein, ce qu'on appelle, du dossier médical. En gros, il dit qu'il y a un certain nombre de données essentielles du dossier médical, qui sont le volet de synthèse médicale, la prescription de médicaments, la dispensation, les comptes rendus d'examen, l'imagerie et la lettre de sortie de l'hôpital. Donc ce sont ces 6 documents-là, ces 6 ensembles de données qui devront pouvoir être partageables à l'échelle européenne. Donc ça, c'est le premier grand principe, avec un certain nombre de conséquences dont on parlera sûrement tout à l'heure. Le règlement, toujours sur la partie usage primaire, il prévoit donc des droits renforcés pour le patient. Un droit d'accès, un droit de masquage, un droit de refuser le partage de certaines de ces données, etc. etc. Et ça, ce sont les mêmes droits dans les 27 États membres. Alors nous, en France, on est déjà tout à fait familiarisé avec tout ça, puisqu'on a déjà pas mal de choses opérationnelles. Mais donc l'intérêt, c'est que c'est vraiment uniformisé à l'échelle des 27. Donc ça, c'est pour la partie utilisation dite primaire, on va dire, des données de santé, avec évidemment une notion d'opérabilité technique. On y reviendra, je pense, après. Et sur le volet utilisation secondaire des données de santé, eh bien là, le règlement prévoit une obligation de mise à disposition des données pour tous les organismes qui détiennent des données de santé électroniques, que ce soit des données personnelles. Donc ça, c'est assez nouveau
pour le coup, en France. Et donc, c'est juste un principe de devoir mettre à disposition ces données. Et ensuite, les conditions de mise à disposition de ces données, très encadrées, un organisme régulateur qui sera chargé dans chaque État membre de veiller, un peu comme ce que fait la CNIL aujourd'hui, en fait, à ce que les données puissent être réutilisées dans des bonnes conditions de sécurité, de confidentialité, bien sûr. Et l'idée, c'est que pour certaines finalités autorisées, eh bien, on puisse beaucoup plus largement qu'aujourd'hui et plus rapidement qu'aujourd'hui réutiliser des données. Aujourd'hui, on a des freins à l'utilisation secondaire, y compris pour la recherche médicale ou pour d'autres finalités. Parfois, des délais extrêmement longs et du coup des recherches qui sont abandonnées carrément parce qu'on n'arrive pas à obtenir les données. Il y a aussi des sujets, par exemple, si on prend l'exemple des maladies rares, il y a très peu de données disponibles. Si on peut les avoir à l'échelle de l'Union européenne, tout d'un coup, on a un gisement de données plus important. Bref, donc c'est toutes ces choses-là que le règlement vient permettre. Et aussi bien pour l'usage primaire que pour l'usage secondaire, ce qu'il faut en avoir en tête, c'est que le règlement ne prévoit pas de centralisation européenne de données. Absolument pas. On reste dans des échanges ponctuels, au cas par cas, et ça c'est très important. Il n'y a pas de centralisation, il n'y a pas même si ça s'appelle espace européen, il n'y a pas de stockage européen de l'ensemble des données de santé de toute la population européenne. Ce serait vraiment très inquiétant si c'était le cas. Donc c'est pas du tout ce que le règlement prévoit. Et le règlement, il prévoit aussi d'autres dispositions un peu plus transversales, on va dire. Il prévoit certaines exigences en termes de souveraineté et de localisation des données sur le territoire de l'Union européenne. Donc, il y a une partie qui est laissée à la marge de manœuvre des États membres, mais il y a quand même certaines obligations de stocker et de traiter certaines données, notamment les données utilisées à des fins secondaires, sur le territoire de l'Union européenne. Donc ça, c'est aussi un point important. Et le règlement, il prévoit aussi, dans les dispositions transverses, un mécanisme de contrôle et de sanctions important, avec des sanctions qui sont un peu comparables à celles du RGPD. Et il prévoit également aussi une gouvernance européenne dans laquelle participent évidemment les 27 États membres et donc les représentants des ministères de la Santé, mais aussi les parties prenantes, et ça c'est un peu nouveau. Donc il y a un forum des parties prenantes qui rassemble les professionnels de santé, les industriels, les patients, bref, tous les acteurs de l'écosystème concerné, évidemment sous la forme d'instances représentatives. Ça ne va pas être n'importe quel professionnel. Mais donc ce forum est consulté par la gouvernance européenne sur les futures décisions qui seront prises. Donc ça aussi, c'est une garantie importante de faire entendre sa voix. Merci pour ces précisions, Madame Passemard. Je pense que ça nous a rassurés sur plus d'un point. Au niveau du règlement, si on peut passer au terrain, qu'est-ce que ça implique pour les éditeurs de logiciels médicaux en France et quel sera le rôle de mon espace santé dans cette future architecture ? Alors, pour les éditeurs de logiciels de dossiers patients, en effet, comme je l'ai dit, il va falloir qu'ils soient en mesure de produire les 6 catégories que j'ai évoquées de manière partageable à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'il y aura une obligation pour eux de respecter un format européen qui est en cours de discussion, de négociation. Donc, ce format européen, a priori, ce sera du FHIR. Donc, il faudra être capable de fournir donc, les documents. Je le rappelle, donc synthèse médicale, prescription, dispensation, compte-rendu d'examen, de biologie d'abord en tout cas, imagerie et lettre de sortie de l'hôpital. Donc, donc ça veut dire que les éditeurs de logiciels ils justifient respecter ce format-là et pour ce faire, en fait, ils vont devoir obtenir un marquage CE. Donc ça, c'est assez nouveau, c'est un marquage CE spécifique qui sera propre au système de dossiers médico-électroniques. C'est le vocabulaire utilisé par le règlement. Et ce marquage CE, il va reposer sur un mécanisme d'auto-certification. C'est-à-dire que l'éditeur de logiciel va s'auto-déclarer conforme. Il va devoir quand même passer par une plateforme de test d'interopérabilité technique, et quand même que ces allégations sont exactes. Et après ça, il va documenter sa conformité. Et il y aura une autorité de surveillance des marchés qui devrait être désignée en France et dans les 27 États membres pour veiller au respect, évidemment, du bon marquage CE par les éditeurs de logiciels. Pour être tout à fait complète, ce marquage CE il comporte à la fois la partie format, donc interopérabilité des données produites,
mais aussi une obligation de traçabilité des accès. C'est-à-dire que les éditeurs devront obligatoirement tracer tous les accès au dossier médical, ce qui en pratique, je crois, est déjà le cas dans la plupart des outils, puisque c'est déjà plus ou moins exigé par le RGPD, en tout cas par la CNIL en France, c'est le cas, donc ça ne change pas grand-chose. Donc en pratique, ça ne devrait pas être très compliqué, et surtout la procédure ne sera pas très lourde parce que c'est une auto-certification. Ce n'est pas une procédure qui exige de recourir à un prestataire externe qui délivre la certification. Ça aurait entraîné vraisemblablement des délais et des lourdeurs administratives trop importantes. Donc les États membres se sont mis d'accord sur ce mécanisme d'auto-certification plutôt. Et donc ça, c'est pour la partie les obligations pour les éditeurs logiciels. Et après, mon espace santé, pour nous en France, évidemment, ça va simplifier beaucoup les choses parce que le règlement, il dit que ces documents-là doivent être partagés et partageables à l'échelle européenne, mais il ne dit pas comment. Il dit aux États membres, organisez-vous comme vous le souhaitez. Nous, en France, on a mon espace santé. Les documents que j'ai évoqués, ils doivent déjà être obligatoirement versés dans mon espace santé. Et donc, très logiquement, c'est à partir de mon espace santé qu'on va permettre ensuite ce européen. Donc simplement, les éditeurs devront être capables de verser dans mon espace santé ces documents au format européen. C'est très clair, merci. Je crois que vous entrez maintenant, si on entre dans le concret, dans la phase de négociation de l'équivalent de ce qui serait des décrets d'application pour une loi. Pour le médecin, le pharmacien qui nous écoute aujourd'hui, quelle sera la première ou les premières fonctionnalités visibles issues de l'EHDS? Si on vous a bien compris, on ne va pas s'attendre à avoir un résumé patient européen dans les logiciels d'ici 2027. Non, c'est ça, vous avez raison. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que donc là, en effet, nous, on négocie. Le règlement, c'est comme une loi, il prévoit des dispositions très générales et il dit qu'il y aura un format européen. Là, en ce moment, on négocie avec les 27 États membres et la Commission concrètement les spécifications techniques de ce format européen. Et ça, on va devoir le faire avant le mois de mars 2027. C'est la deadline pour adopter cette décision, là, cet acte d'exécution. Et à partir du moment où on aura ces spécifications, les éditeurs de logiciels, il va falloir qu'ils se mettent au boulot pour pouvoir respecter ce format-là. Et ils vont devoir le faire à partir de mars 2029 pour une partie des documents que j'ai évoqués et mars 2031 pour une deuxième partie. En gros, en 2031, il faudra qu'ils soient capables d'éditer tous les documents, les 6 documents que j'ai évoqués, au bon format, au format européen, donc au plus tard, en mars 2031. Donc, on a le temps et en même temps, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que l'ensemble de l'écosystème s'embarque dans l'aventure sans tarder. Et concrètement, à partir du moment où ça sera opérationnel, le pharmacien que vous évoquez, par exemple le pharmacien allemand, si moi je vais le voir pour me faire dispenser un médicament, il va demander consulter la prescription qui m'a été faite par mon médecin français et pour ce faire, un échange d'informations entre l'Allemagne et la France et la prescription de mon médecin pourra lui être communiquée. C'est comme ça que ça va se passer et donc il verra apparaître cette prescription-là dans son logiciel. Et il pourra le télécharger ou pas, pour la conserver ou pas. Et donc, voilà concrètement ce que ça va pouvoir donner pour le pharmacien dans cet exemple-là. Et pour le médecin, ça peut être la même chose, évidemment, pour le volet de synthèse médicale qui serait dans le DMP du patient français. Parfait, tout ça a l'air super. Par contre, j'avais une petite question aujourd'hui. Vous avez beaucoup de patients qui déposent leurs données sur des sites, etc., où ils vont chercher des informations sur leur santé ou comment ça va se passer pour eux? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à déposer n'importe où ou est-ce qu'il y aura des obligations par rapport à ça? Alors, le règlement ne prévoit pas spécialement d'obligation par rapport à ça. Il dit simplement que les États membres doivent prendre des mesures pour protéger les données et des mesures qui peuvent aller jusqu'à des exigences, par exemple, de localisation ou de stockage des données sur le territoire de l'Union européenne. Mais ça reste facultatif pour la partie, en tout cas, dossier.
c'est à la main de chaque État membre finalement. Alors nous, en France, on souhaite renforcer les mécanismes de souveraineté. On l'a déjà fait, le ministère de la Santé, avec le renforcement de la réglementation sur l'hébergement des données de santé, où on a rajouté des exigences de souveraineté, et on y travaille dans le cadre notamment de l'adaptation du cadre national, parce qu'on a ce règlement européen, il va s'appliquer automatiquement en France, mais il y a quand même quelques ajustements à faire. Et donc là, on travaille à un projet de loi pour adapter notre cadre national. Et ce sujet, cette question précise de la souveraineté, de la sécurité, protection des données, évidemment, est au cœur de nos préoccupations. Alors, cela m'intéresse énormément et je trouve ça très intéressant. Alors, en ce qui concerne le règlement européen, donc tous les éditeurs vont être obligés d'être interopérables par rapport aux données et tout ça. Mais va-t-il y avoir des contraintes et va-t-il y avoir des formations spécifiques pour les médecins ou est-ce que ça sera transparent pour eux pour l'utilisation de ces nouvelles choses, on va dire. Alors, il y a certainement un accompagnement à prévoir, vous avez raison, des professionnels de santé. D'ailleurs, le règlement le prévoit spécifiquement. Il dit que les États membres doivent mettre en place des outils de pédagogie et d'accompagnement, aussi bien pour les patients que pour les professionnels de santé, bien sûr, parce que nécessairement, c'est pas complètement évident de se dire médecin qui va recevoir un patient européen, où est-ce qu'il faut qu'il aille pour pouvoir aller consulter le volet de synthèse médicale de ce patient. Bref, il y aura un minimum d'accompagnement à prévoir, c'est sûr. Donc ça fait partie des chantiers qu'on doit initier nous aussi côté ministère, et vraiment avec le concours forcément de l'ensemble des acteurs de l'écosystème, et en particulier des éditeurs, bien sûr, puisque c'est eux qui vont devoir définir aussi un parcours un peu fluide pour éviter trop de clics. On sait bien l'agacement que ça peut produire chez les professionnels de santé de manière légitime, évidemment. Soigner et non pas pour avoir des contraintes informatiques. Donc effectivement, c'est aux éditeurs de trouver la bonne marche et puis faciliter le travail du professionnel de santé qui est là pour soigner le patient et pas pour des contraintes. Et à cet égard, l'arrivée des outils d'intelligence artificielle peut apporter beaucoup de perspectives justement d'amélioration. Tout à fait. Une IA bien encadrée risque d'avoir d'excellents effets dans cette optique. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux acteurs de l'écosystème pour se préparer? Alors, oui, d'abord, se familiariser avec le règlement. Alors, c'est pas forcément évident, c'est un document un peu aride, il faut le lire, mais nous, le ministère de la Santé fait un effort de pédagogie qu'on continue. Donc, on a une page sur notre site qui est dédiée avec beaucoup de supports pédagogiques disponibles. Donc, pas hésiter à s'approprier le sujet, à nous contacter ou à contacter via les fédérations telles que la FEMA par exemple, avec qui on est en contact très régulier pour faire porter leur voix, les éditeurs de logiciels évidemment. Donc vraiment, on est nous à l'écoute. On a initié beaucoup de démarches pour aller vers les acteurs de l'écosystème. Donc il faut surtout pas hésiter à nous faire remonter des points d'attention, des points de vigilance, des inquiétudes et peut-être aussi des enthousiasmes débordants. Donc vraiment, on est vraiment tourné, nous, vers l'écosystème. C'est résolument la marque de fabrique de la délégation au numérique en santé. C'est bien la FEMA dont je suis la créatrice de cette organisation, fédération, on va dire. En tout cas, merci d'être venu et de nous avoir expliqué en quelques mots le règlement européen de santé. Et j'espère qu'on ira très loin et que tout ça va bien aboutir. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre accueil.